Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, c'est ce matin qu'Édouard Philippe va faire des annonces en conclusion du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Samedi, une marche a réuni à Paris près de 50 000 personnes. On en parle avec la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen, elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Manon Aubry, la députée européenne, membre de la France Insoumise. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons dans les Côtes-d'Armor. Nous verrons ce qu'il reste du mouvement des Gilets jaunes un an après et si les inquiétudes qui ont conduit à ce mouvement sont toujours aussi vives. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous reviendrons sur les terribles intempéries qui ont touché samedi le Var et les Alpes-Maritimes. Le bilan est lourd, 4 morts. Nous ferons le point sur les dernières informations avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Denis Caro. Il sera avec nous. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 25 novembre. Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain pour discuter de la future réforme des retraites avant la mobilisation du 5 décembre qui s'annonce importante. La CGT a confirmé qu'elle se rendrait bien à Matignon. Le patron du MEDEF appelle lui à trancher les points majeurs avant le 5 décembre. Et c'est dans ce contexte que Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, annonce qu'il déposera une proposition de loi pour obliger la SNCF et la RATP à garantir un service minimum les jours de grève. Il souhaite notamment que le personnel gréviste soit réquisitionné si nécessaire afin d'éviter un blocage des transports. Le Sénat a poursuivi ce week-end l'examen du budget 2020. Il a notamment voté un relèvement du plafond du quotient familial, faciliter la donation aux petits-enfants ou encore repousser d'1 an la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale, estimant qu'elle n'était pas aboutie. Et on débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue du Val-de-Marne, siège dans le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Et justement, on va parler de ce sujet, puisque c'est ce matin qu'Édouard Philippe doit faire les annonces, les mesures suite au Grenelle contre les violences conjugales. Qu'est-ce que vous attendez des annonces du Premier ministre ce matin ? D'abord, je me réjouis de la formidable manifestation qui a eu lieu dans toute la France et qui a vu une mobilisation assez extraordinaire. Les organisatrices annoncent 100 000 pour Paris et 150 000 pour l'ensemble de la France. On voit bien qu'il y a un décalage. Mais personnellement, moi, avec mon parti politique, j'ai attendu 2 heures place de l'Opéra. C'était immense. Il y avait une foule qui était très combative, intergénérationnelle, beaucoup de jeunes. Et donc, ce qu'on attend, c'est des moyens financiers, des moyens humains pour effectivement faire disparaître ces violences qui sont terribles, puisqu'il y a 137 féminicides. Et j'ai presque peur de dire 137, parce que si ça se trouve, on va encore apprendre un meurtre supplémentaire, un féminicide. Donc il y a vraiment besoin de moyens. Pour vous, c'est ça la priorité, mettre des moyens financiers. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, selon vous ? Il n'y en a pas assez. Je suis d'accord avec l'ensemble des associations féministes. Il faut 1 milliard d'euros. Ce n'est pas ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc on va attendre effectivement les annonces. Mais s'il n'y a pas ces moyens-là, si ça n'est pas pris à ce niveau-là, comment est-ce qu'on forme les policiers, les magistrats? Comment est-ce qu'on crée des hébergements d'urgence? Comment est-ce qu'on accompagne les traumatismes qui sont vécus par les femmes qui sont victimes de violences quand elles ne meurent pas sous les coups? Comment est-ce qu'on accompagne les enfants? Tout ça, ça a besoin, effectivement, toutes ces mesures-là, pour être mises en œuvre, ont besoin de moyens importants. Alors ces mesures, elles viennent en conclusion d'un Grenelle qui a commencé début septembre. Il y a eu des groupes de travail, des consultations, notamment d'associations. Est-ce que pour vous, ce Grenelle, c'était une bonne démarche? Écoutez, moi je trouve qu'il y a eu un travail évident. Il y a 11 groupes de travail qui se sont réunis. Moi je l'ai dit dès le début à la secrétaire d'État Marlène Schiappa, c'est-à-dire je trouvais qu'il y avait un consensus entre les associations féministes et tous les acteurs et les actrices qui s'occupent d'accompagner les femmes sur le constat. De même qu'il y avait un consensus sur les propositions. Je trouve que le fait de réorganiser ce travail de réflexion, etc., a
encore pris du temps et finalement n'a pas donné la possibilité d'avoir des mesures immédiates. Il me semble que c'était quoi? C'était juste un moyen de retarder des annonces qui auraient pu intervenir plus tôt? Moi, je pense que ça aurait pu intervenir plus tôt par rapport à des mesures qui étaient largement partagées. Parfois, on dit mais non, mais ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Là, il y avait un accord sur le constat. Par exemple, quand il y a un audit sur 400 commissariats, on sait très bien là où le bas blesse au niveau des commissariats. Il y a besoin de moyens pour la formation des policiers. Puis il y a besoin aussi de savoir combien il y a de policiers qui sont mobilisés sur cette question-là. Donc voilà, ça on le sait. Les associations qui sont sur le terrain le disent depuis des années. Donc ce Grenelle n'a pas eu d'utilité pour vous? Ce Grenelle va avoir de l'utilité si les annonces de cet après-midi font que, ou de tout à l'heure, font qu'effectivement il y a 1 milliard d'euros qui sont débloqués et qu'effectivement ça devient un problème central puisque l'égalité femmes-hommes est une grande cause nationale, donc il faut le prouver, c'est pas seulement dans les paroles. Alors justement, hier, 3 ministres ont publié une tribune dans le journal Le Parisien, Marlène Schiappa, mais aussi Nicole Belloubet et Christophe Castaner, une tribune commune où ils disent que la chaîne pénale ne répond pas assez vite et que malgré les efforts du gouvernement, je cite, « Nous sommes lucides, le compte n'y est pas encore ». Est-ce que vous saluez cette franchise de la part du gouvernement ? Écoutez, je trouve que c'est la moindre des choses quand on est ministre depuis un petit moment maintenant, parce que Emmanuel Macron a été quand même élu pas d'hier. Je trouve ça un petit peu décalé, moi, personnellement. Et j'ai eu affaire dans l'hémicycle du Sénat à Madame la garde des Sceaux concernant la loi Pradié. Tous les amendements que nous portions, que ce soit au niveau du groupe communiste républicain citoyen écologiste ou du groupe socialiste, ont été retoqués parce qu'elle ne voulait rien toucher, notamment par rapport à la suspension, voire à la suppression de l'autorité parentale quand il y a des violences qui sont faites aux femmes. Parce qu'avec mon groupe, on considère que quand on est un mari violent, on ne peut pas être un bon père. Pour l'instant, elle a fermé la porte. Je ne sais pas si tout à l'heure le Premier ministre va annoncer quelque chose sur cette autorité parentale, mais elle, en tout cas, elle n'a pas été ouverte au dialogue au niveau du Sénat. En tout cas, vous attendez des mesures là-dessus? J'attends des mesures là-dessus, bien évidemment. Vous parliez de cette loi Pradié, c'est Aurélien Pradié, le député du Lot, qui a fait une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, le Parlement fait plus que le gouvernement sur ce sujet? En tout cas, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que le gouvernement ne tient pas compte de ce que font finalement vraiment les parlementaires. Parce que le dialogue, pour moi, il n'existe pas vraiment. La preuve, là, je vous ai donné un exemple, alors que nous avions des amendements qui allaient conforter cette proposition de loi, l'enrichir, eh bien, Nicole Belloubet n'a pas voulu en parler. Et je trouve que ce qui est terrible... Comment vous l'expliquez, ça, de la part du je trouve que finalement il ne veut pas aller plus loin, c'est ça? C'est un gouvernement qui ne veut rien entendre. Il ne veut pas... Il méprise quand même finalement les parlementaires, et singulièrement le Sénat, parce que ça n'est pas sa majorité, et il méprise aussi tout ce qui est syndicat. Et donc, tout d'un coup, il se réveille quand il y a des grands mouvements dans la rue. On le voit au niveau des femmes, je pense, parce que là, ça va bouger. On le voit au niveau des hospitaliers. Mais citez-moi un secteur où, aujourd'hui, il n'y a pas de mécontentement. On est en train de parler aujourd'hui, Radio France est en grève contre la suppression de 299 emplois. Et je pourrais multiplier au niveau des services publics. Vous avez cité les transports tout à l'heure, etc. Donc les mécontentements sont immenses et ce gouvernement n'y répond absolument pas. Au contraire, il aggrave les conditions de travail et de vie. On va parler de cette colère sociale, Laurence Cohen, mais d'abord on va parler du budget, puisque le Sénat a poursuivi ce week-end l'examen du budget 2020. On en parle avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Et dans l'examen du budget ce week-end, les sénateurs ont voté une mesure en faveur du personnel de l'hôpital et elle concerne les heures supplémentaires. Et oui, les sénateurs ont voulu ajouter leur patte au plan en faveur de l'hôpital qui a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière et ils ont défiscalisé davantage les heures supplémentaires pour le personnel hospitalier, une manière de leur donner un coup de pouce à leur pouvoir d'achat. Alors, il faut déjà préciser que le travail supplémentaire du personnel hospitalier est déjà défiscalisé, mais dans une limite jusqu'à 5 000 € par an. Et les sénateurs ont tout simplement supprimé ce plafond de 5 000 €. Écoutez le sénateur Les Républicains à l'origine de cette mesure, Roger Carotti. À un moment où on dit qu'il faut évidemment trouver des solutions pour l'hôpital public, l'amendement propose de dire sur le temps de travail additionnel, on supprime cette référence à 5 000 € par an. On laisse la capacité aux hôpitaux et au personnel hospitalier de faire plus d'heures, de ne pas faire appel à l'intérim aux extérieurs, ce qui coûtera moins cher à l'hôpital.
Et notez que cette mesure qui venait de la droite du Sénat a été soutenue également par la gauche de l'hémicycle et notamment par vos collègues communistes Laurence Cohen. Alors une autre mesure importante votée dans ce budget 2020, la hausse du plafond du quotient familial pour obtenir une baisse de l'impôt sur le revenu. Les sénateurs ont augmenté ce plafond de 1 527 € à 1 750 € par demi-part. C'est une manière de soutenir le pouvoir d'achat des familles alors que le gouvernement a réalisé une baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. Mais pour les sénateurs de droite, eh bien, les familles ne vont pas en profiter. Écoutez le rapporteur Les Républicains du budget, Albéric de Montgolfier. Ceux qui sont finalement les grands oubliés à la fois de cette réforme fiscale, mais plus globalement de la politique du gouvernement, ce sont évidemment les familles. Je pense en particulier aux allocations familiales qui ne sont pas revalorisées selon l'inflation. Donc les allocations familiales, évidemment, les familles en subissent directement une perte de pouvoir d'achat. Et les familles ont subi, avec les deux réformes successives du gouvernement Hollande, ont subi une perte de pouvoir d'achat puisque le rendement de l'impôt sur le revenu, avec les deux baisses successives du quotient familial, en 2013 et 2014, avait fait perdre aux familles plus de 1 550 millions d'euros. Et enfin, dans ce budget 2020, notez que les sénateurs ont également reporté d'1 an la réforme de la fiscalité locale qui devait compenser la suppression de la taxe d'habitation, car ils jugent cette réforme pas aboutie. Merci beaucoup Alex. À tout à l'heure, on va revenir sur les mesures votées ce week-end. D'abord, faire sauter le plafond pour la défiscalisation des heures supplémentaires à l'hôpital. C'était une bonne mesure que proposait la droite? Écoutez, c'est une bonne mesure parce que ça va effectivement un petit peu améliorer les choses. Et d'ailleurs, visiblement, tout l'hémicycle a voté en faveur de cette proposition. Ceci étant dit, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, ça ne fait pas du tout le compte des revendications qui sont portées par le monde hospitalier. Moi, ce que je veux dire au niveau de ce budget, si vous voulez, c'est un budget à nouveau proposé par le gouvernement qui ne corrige pas l'injustice fiscale. Et donc le gouvernement, là, essaye de faire entendre une petite musique en disant finalement, on va rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français en baissant l'impôt sur le revenu. Mais c'est un gros mensonge. Pourquoi c'est un gros mensonge? Parce que finalement, si les impôts, ça sert à quoi? Ça sert à financer les services publics. Donc ça veut dire que quelque part, les gens vont avoir moins de services publics, donc vont en pâtir, donc vont le payer. Donc c'est pas ça les mesures qu'il faut porter. Mais ils ne redonnent quand même pas du pouvoir d'achat, notamment à ces classes moyennes qui vont voir leur impôt sur le revenu baisser. Mais qui vont voir les services rendus qui vont être moindres, donc qui vont devoir trouver des solutions qui ne passent pas par le service public. Donc en fait, ils ne vont pas vraiment gagner du pouvoir d'achat. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement corriger ces inégalités. Or, le gouvernement ne veut pas s'en prendre à ces inégalités. Il faut savoir que le CICE qui a été transformé, je prends juste cet exemple-là, qui a été transformé en baisse des charges, coûte 100 milliards d'euros, donc depuis sa création, et que grosso modo, ça a constitué une création, je crois, de 130 000 emplois. Donc on voit bien que le compte n'y est pas. Et à chaque fois qu'il faut s'attaquer à ceux, finalement, qui en profitent, c'est-à-dire les patrons du CAC 40, etc., le gouvernement ne le fait pas. Par contre, il s'en prend toujours au même. Il y a eu un débat ce week-end, un nouveau débat sur les conséquences de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce que le gouvernement n'a pas raison de dire qu'il est trop tôt pour évaluer ses conséquences? Mais écoutez, enfin, moi je trouve ça indécent. Quand on voit tellement de gens qui sont dans la rue, qui se plaignent à juste titre, qui protestent, ils ne se plaignent pas, ils protestent, ils revendiquent, ils ont des propositions alternatives. En France, il y a 9 millions de pauvres aujourd'hui. Les inégalités n'ont jamais été aussi criantes et le gouvernement dit non, il faut un certain recul. Mais quand il s'en prend aux retraites, quand il s'en prend à l'assurance chômage, quand il s'en prend à tout ce qui constitue finalement une certaine solidarité, là, il n'a pas besoin de recul. On va revenir sur les retraites, mais on va finir sur ce qui s'est passé au Sénat ce week-end. Le Sénat qui a donc relevé le plafond du quotient familial. C'est pour adapter l'imposition d'un ménage à ses charges familiales. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les familles sont les oubliées de ces baisses d'impôt sur le revenu? Écoutez, moi je pense que de toute façon, on est sur quelque chose, un système qui marche sur la tête. Il me semble que les mesures qui sont à prendre, ce sont des mesures qui doivent réduire les inégalités. Et que donc, effectivement, le gouvernement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ne s'y prend pas de la bonne façon. C'est-à-dire il faut avoir un budget qui permette effectivement à ceux qui ont le plus
eh bien, de participer plus largement, et à ceux, les familles, les classes moyennes et les plus pauvres, effectivement, à avoir des mesures. Alors, le gouvernement ne s'y prend pas de la bonne façon. Est-ce que le Sénat, à majorité de droite, avec ce qu'il a voté ce week-end, s'y prend de la bonne façon? Il y a des mesures qui sont positives. La preuve, vous savez, au Sénat, quand il y a, et d'ailleurs partout, c'est notre marque un peu de fabrique, on ne fait pas que critiquer la politique gouvernementale qui va effectivement pour nous dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, malheureusement, les manifestations qui ont lieu pratiquement tous les jours le prouvent. Quand il y a des mesures positives, que ce soit porté par nous ou par d'autres groupes, on les vote. Donc ça participe effectivement à améliorer les choses. Le problème, c'est que bien souvent, le gouvernement ne les prend pas en compte, puisque après, c'est détricoté par l'Assemblée nationale. Un dernier mot, puisque le Sénat a repoussé l'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale, qu'il juge pas aboutie, avec une compensation pas au point. Philippe Dallier, votre collègue sénateur de Seine-Saint-Denis, alerte sur le fait que ce sont les communes les plus pauvres d'Île-de-France qui pourraient être les grandes perdantes. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est très inquiétant, parce que les collectivités aujourd'hui sont à bout de souffle. C'est-à-dire que finalement, on leur a retiré des moyens de plus en plus, des subventions. Donc, elles sont obligées de faire des choix qui sont draconiens, qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des populations. Donc, les maires, en général, se battent avec les habitantes et les habitants de leur ville pour récupérer des moyens. Et les collectivités sont quand même, avec ce gouvernement aussi, les perdantes. Donc, et vous les voyez populations. Les conséquences au quotidien sur le terrain? Bien sûr, puisque moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Gentilly, qui est aux portes de Paris, et la maire Patricia Torgman, avec les habitantes et les habitants, eh bien, développe des actions pour obtenir plus de moyens, plus de pouvoir aussi, toujours dans l'intérêt des Gentilléennes et des Gentilléens. Allez, on va passer à cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour parler de cette réforme des retraites avant la mobilisation du 5 décembre. Est-ce que vous saluez cette volonté de dialogue de la part du Premier ministre? Écoutez, je trouve que c'est la moindre des choses que de rencontrer les organisations syndicales sur une réforme qui est extrêmement inquiétante. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si le gouvernement l'a repoussé après les élections municipales. Déjà, ça nous dit quand même une petite musique là qui est assez négative pour l'ensemble des salariés. Avec le système tel qu'il veut être mis en place par le gouvernement, tout le monde va y perdre. Est-ce que vous y voyez clair, vous, dans cette future réforme des retraites, ou est-ce que le gouvernement entretient l'ambiguïté, selon vous? Je pense que c'est quand même assez subtil. Il y a une certaine, effectivement, il y a une certaine ambiguïté. On dit des choses sans tout dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, si jamais ça passe, parce que je pense qu'il va y avoir une extraordinaire mobilisation le 5 décembre de tous ceux qui sont mécontents. Et en tout cas, je la souhaite. Moi, je serai aux côtés de celles et ceux qui manifestent. Le gouvernement ne pourra pas faire passer cette réforme? Je le souhaite, parce qu'elle est mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, on va savoir, par exemple, combien on paye avec cette histoire de retraite à points, mais on ne saura pas au bout à combien s'élèvera les retraites. Et il y a des tas de mesures qui sont négatives pour tout le monde et qui vont pénaliser les plus fragiles. Je pense notamment que quand on ne prend pas en compte les meilleures années pour calculer la pension et qu'on prend l'ensemble de la carrière, eh bien, on ne prend pas en compte les années où il peut y avoir des accidents de parcours comme le chômage. Et je pense notamment aux femmes qui vont être particulièrement pénalisées avec les congés maternité ou par rapport aux congés parentaux, etc. Donc pour vous, cette réforme, c'est cette réforme qui est mauvaise, mais il faut faire une réforme ou il ne faut rien toucher au système actuel? Bien sûr, il faut faire une réforme des retraites pour améliorer effectivement les pensions, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a trop de petites pensions et que donc les retraités sont en difficulté, mais pas comme le fait le gouvernement. Là, c'est une incitation finalement à ce que les gens travaillent plus longtemps, cotisent plus, alors qu'on est dans un pays où il y a un taux de chômage énorme. On a une espérance de vie qui s'est allongée, c'est une bonne chose, mais quand on regarde les chiffres par rapport à la bonne santé des personnes qui prennent leur retraite, on voit là que ça n'est pas formidable. Et pour vous, les gens ne seront pas obligés de travailler plus longtemps pour rééquilibrer le système? Non, moi je pense, avec le Parti communiste d'ailleurs, je pense qu'on peut aujourd'hui, compte tenu des améliorations de la vie, de l'allongement de la vie, etc.,
etc., eh bien, on peut avoir une retraite à 60 ans et voire à 55 ans pour la pénibilité. Mais pour ça, il faut effectivement dégager des moyens. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Emmanuel Macron, de ce que dit l'exécutif, notamment cette phrase, le 5 décembre, c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui dit que c'est une mobilisation pour conserver des inégalités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une duperie et c'est scandaleux qu'ils tiennent de tels propos. Ils savent qu'effectivement, quand on parle des régimes sociaux, les gens sont attentifs et se disent, mais oui, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soient plus privilégiés que nous, etc. Mais le fond du problème, il n'est pas celui-là. C'est le gouvernement qui creuse les inégalités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement faire rentrer de l'argent. Nous, on a des propos pour que le système soit plus solide au niveau des retraites. Nous, on est par exemple pour que les revenus financiers, qui sont quand même considérables, eh bien, ils puissent cotiser au même taux que les salaires. Donc, ça dégagerait 31 milliards d'euros à la branche vieillesse. Donc, vous voyez ce qu'on peut redonner. Je vais vous donner un autre exemple, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire, l'égalité salariale, c'est la loi. Ça dégagerait 6 milliards d'euros pour la retraite. Donc, quand ils nous jouent une petite musique en disant « Ah mais non, mais les caisses sont vides, etc. » C'est pas vrai. Simplement, c'est qu'ils ne prennent pas l'argent là où il faudrait le prendre. Il y a également la possibilité de créer des emplois. Et puis, quand même, une autre chose, parce que c'est une revendication très forte aujourd'hui, à juste titre, partout, c'est l'augmentation des salaires. Donc tout ça, ça créerait des moyens supplémentaires qui permettraient effectivement d'améliorer le système. Et comment c'est possible ça, de faire ce que vous dites avec le contexte économique qu'on connaît en France ? Mais c'est une volonté politique. On revient un petit peu à ce que je dis. Pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne veut pas assujettir les revenus financiers ? Pourquoi le gouvernement aujourd'hui supprime l'impôt sur les fortunes ? Parce que le gouvernement aujourd'hui, il sert les intérêts d'une minorité, mais d'une minorité qui a beaucoup d'argent. On voudrait vous entendre sur la proposition de loi que va déposer Bruno Retailleau, c'est ce qu'il dit avant le 5 décembre, pour obliger SNCF et RATP à garantir un vrai service minimum les jours de grève, quitte à réquisitionner du personnel gréviste. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je trouve que Bruno Retailleau, il court derrière la droite la plus extrême. Toutes les propositions de loi en ce moment qu'il porte sont des propositions de loi qui sont particulièrement régressives et qui ne vont pas au fond du problème. Par exemple, là, il y a un problème au niveau des services publics parce qu'on retire des moyens aux services publics, y compris au niveau des transports. Il y a des problèmes de desserte des territoires, il y a de grandes inégalités, il y a des trains qui sont supprimés, etc. Qu'est-ce que fait M. Retailleau ? Il va s'en prendre au droit de grève. Mais pourquoi les salariés se mettent en grève ? Prendre au droit de grève. Lui, il dit que ça se passe comme ça dans les hôpitaux, ça se passe comme ça chez les pompiers, et que pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça dans les transports pour ne pas empêcher les Français, pour ne pas bloquer les Français. Mais parce que c'est forcément s'en prendre au droit de grève. Parce que l'urgence aujourd'hui, est-ce qu'elle est celle-ci ou est-ce qu'elle est d'améliorer les conditions de travail et donc les conditions pour les usagers, conditions de travail de la SNCF, de la RATP, conditions de travail pour les hospitaliers, ça permet effectivement aux usagers d'être soit mieux transportés, soit mieux soignés. Or, c'est pas de ça dont parle M. Retailleau. Il prend toujours le problème. Accepter le blocage du pays ? Mais le blocage du pays, il n'est pas dû à ceux qui se battent, il est dû à ceux qui développent les inégalités. Pour moi, c'est un moyen démocratique qui fait qu'effectivement, à un moment donné, on dit stop, ça ne peut pas continuer comme ça, puisque le gouvernement fait la sourde oreille. Allez, on va regarder ensemble la revue de presse de votre département du Val-de-Marne avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on va commencer par Ouest France, qui revient sur ce qui s'est passé hier dans le Val-de-Marne. Oui, avec un incendie qui a frappé la commune d'Ivry-sur-Seine, un incendie qui a fait 2 morts et 1 personne grièvement blessée. Alors le feu s'est déclaré dans un immeuble de 4 étages au rez-de-chaussée, un immeuble d'un quartier populaire de la commune d'Ivry-sur-Seine. Au total, une 50aine de personnes ont été évacuées et une 40aine de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. Vous voulez peut-être réagir, Madame la Sénatrice, sur cet incendie violent qui a frappé une des communes du Val-de-Marne ? Écoutez, là, j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance, mais effectivement, c'est un drame terrible. Donc, je pense qu'il y a eu une mobilisation, d'ailleurs, des élus, du maire Philippe Bouissou, et évidemment, j'ai tout de suite une pensée très émue pour tous ceux qui ont été touchés, et puis les morts qu'il y a eu. Et on continue, Alex, avec Le Parisien.
Oui, alors que le gouvernement va publier aujourd'hui les conclusions du Grenelle contre les violences conjugales, eh bien le Parisien revient sur les initiatives du département du Val-de-Marne en la matière. Il faut dire que le département du Val-de-Marne est un peu précurseur dans la lutte contre les violences conjugales. C'était par exemple le premier département à mettre en place le téléphone grave danger en 2014. Et puis il y a des initiatives plus récentes avec, pas plus tard qu'hier, une course organisée contre les violences conjugales dans la commune de Champigny-sur-Marne. 800 coureurs ont participé à l'événement. Et puis, dans la journée de samedi, une réunion publique a été organisée à Chennevières, juste avant la manifestation parisienne, sur le thème des violences faites aux femmes. Et la parole des femmes a pu se libérer. Regardez ce témoignage d'une femme qui raconte « Moi, j'ai porté plainte, mais les coups ont redoublé depuis le début de l'année. Certains jours, c'est l'enfer. C'est important d'être là, pouvoir dire ce qui ne va pas et ensuite améliorer les choses. » Et on termine avec 94 citoyens. Et oui, 94 citoyens qui consacrent un article au début de la campagne d'hiver des Restos du Cœur qui va commencer cette semaine. Alors, dans le département du Val-de-Marne, il y aura 1 millier de bénévoles qui vont être mobilisés pour accueillir les plus démunis. Et puis, cette année, il faut dire que déjà 22 000 personnes ont été accueillies par les Restos du Cœur du Val-de-Marne et 3 millions de repas ont été distribués. Merci beaucoup, Alex, pour cette revue de presse. Avant de se quitter, Laurence Cohen, un mot de ce qui va se passer ce week-end au Sénat. C'est le nouvel examen, la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que pour vous, les conditions se réunissent pour que ça se passe de manière plus sereine que la fois précédente où, je le rappelle, l'examen avait été interrompu, le Sénat avait rejeté le projet de loi de finances? Bien écoutez, moi je me réjouis déjà que le Sénat ait rejeté le projet de loi de finances de la sécurité sociale parce que c'était un budget insincère. On était en train d'examiner un budget et finalement on avait des annonces du président de la République qui nous disait que le Premier ministre allait débloquer un certain nombre de choses concernant l'hôpital, mais on n'en avait absolument pas la teneur. Donc ça c'est un élément important. Après je veux dire que la colère ne s'est pas apaisée à juste titre dans les hôpitaux parce que les moyens qui sont débloqués sont largement insuffisants. Ce que demandent les soignants au niveau de l'hôpital, c'est des embauches. C'est 100 000 emplois à l'hôpital, c'est 300 000 en 3 ans dans les EHPAD. Or, il n'y a rien sur les embauches. Ce que demandent les soignants, c'est quoi? C'est une augmentation des salaires et pas une prime. La prime, elle ne compte pas pour les retraites. En plus, le gouvernement a voulu opposer les personnels entre eux, puisqu'il y a une prime qui est accordée pour les infirmiers et les infirmières qui travaillent en Ile-de-France. Mais la prime qu'il accorde... les aider pour le logement et pour les frais de garde. Oui, mais écoutez, puisqu'il dit que ça va les aider, etc. Cette prime, elle est inférieure, ça fait 66 €, c'est inférieur au pass Navigo en Ile-de-France, par exemple. Donc voilà, les mesures ne sont pas du tout à la hauteur. Il y a une reprise d'une partie de la dette des hôpitaux, vous parliez de ces primes. En tout, c'est quand même 12 milliards d'euros qui ont été débloqués sur 3 ans. Est-ce que ce n'est pas quand même un geste significatif de la part du gouvernement? Je vous dirais que c'est positif. Et moi, je me réjouis de ces mesures positives, mais elles sont dues à la mobilisation des hospitaliers et de tous, des aides-soignants jusqu'aux grands profs. C'est ça la leçon. Mais ça ne prend pas en compte la réalité. Aujourd'hui, il faut arrêter les suppressions de lits, il faut arrêter les suppressions d'établissements et il faut mettre de l'argent. Donc voilà moi ce que je veux dire. Et enfin, par rapport au petit reportage, je vais aller très rapidement. Très rapidement. Je veux dire aussi que les associations de bénévoles, là on a vu les Restos du Cœur, je veux leur rendre un très grand hommage et que malheureusement ce gouvernement coupe les subventions à beaucoup d'associations. Et ça n'est pas normal. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Cohen. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Manon Bry, députée européenne, la France Insoumise. Elle sera avec nous, mais avant de l'entendre, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission des chaînes parlementaires qui refait la semaine au Parlement. Cette semaine, Katia Gilder et Tam Tranui recevaient le député de l'Essonne, Robin Reda. Il est membre de Libre, c'est le mouvement de Valérie Pécresse. Et il est revenu sur le plan hôpital dont on parlait à l'instant. On va l'écouter. Est-ce que sur la méthode, c'est une bonne manière de faire ce que fait le gouvernement, d'annoncer des mesures d'urgence et de modifier le calendrier des débats à l'Assemblée? Ce qui me frappe, c'est l'absence totale de vision quant à la politique de santé et en particulier sur la question de l'hôpital public. Il y a eu de l'improvisation dans tout ça? C'est le flou artistique le plus total. On navigue totalement à vue sur la question de l'hôpital. Pourquoi? Ça fait 2 ans et demi que ce gouvernement est aux manettes. Ça fait 2 ans et demi que la ministre de la Santé, qui fort justement, en tant que professionnelle de la santé et ancienne hospitalière, s'alarme
on l'a entendu dans certains discours, et je la crois sincère sur la situation de l'hôpital public. Et ça fait 2 ans et demi que le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Oh, il y a eu quand même quelques annonces, il les y a eu 750 effectivement quelques annonces. millions. Alors d'abord, on a expliqué qu'on allait sauver, réformer l'hôpital public à moyens constants. Ensuite, on a expliqué qu'il y allait y avoir 750 millions d'euros mis sur la table. Et puis tout d'un coup, on sort 12 milliards à l'approche d'une journée sociale qui promet d'être effectivement agitée pour le gouvernement début décembre. Et à la suite d'un été noir, je le rappelle, notamment pour nos urgences. Que la rue paye, que la mobilisation et la rue, ça paye aujourd'hui. Je crois d'abord qu'il ne faut pas réagir comme cela. Effectivement, le gouvernement est peut-être assez hâtif dans la manière de faire, mais ça fait surtout 2 ans et demi que la situation des soignants, que la situation de l'hôpital est critique. On entend rafistolage du côté du président de la Commission des affaires sociales du Sénat, et de l'autre côté, Édouard Philippe qui dit que c'est un plan massif. Est-ce que vous jugez que les moyens mis au service de ce plan sont suffisants ? Je crois que c'est en effet une perfusion qui est proposée aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de réforme profonde de l'hôpital. Il faut effectivement des moyens supplémentaires, mais il faut aussi repenser l'hôpital, parce qu'il y a des moyens très importants en France pour la santé. On consacre 11% de notre PIB aux dépenses de santé. Donc on ne peut pas dire que la France dépense peu pour sa santé. En revanche, on a bien vu qu'il y avait un gaspillage de l'argent à l'hôpital. Pourquoi il y a un gaspillage ? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont vétustes. Et qui dit matériel vétuste, locaux vétustes, dit consommation d'énergie. Donc il faut investir pour rénover tous ces locaux. D'autre part, on a des rigidités de statut d'abord de la fonction publique hospitalière, et ensuite on a des problématiques RH dans les hôpitaux, un poids administratif très lourd au détriment parfois des soignants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on ne fait pas une réforme globale de ce que sont les hôpitaux, de la manière dont ils fonctionnent, cet argent il continuera à tourner. Et à produire non pas de meilleure qualité de soins, mais à perfuser un hôpital public à bout de souffle. Et notre invité politique ce matin, c'est Manon Bry. Bonjour. Bonjour. Députée européenne, la France Insoumise. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Bonjour Aurélien. On va commencer, Manon Bry, en parlant des violences conjugales, puisque c'est ce matin qu'Édouard Philippe doit annoncer les mesures en conclusion du Grenelle de lutte contre ces violences conjugales. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'Édouard Philippe ce matin ? Des moyens. Sonnant et trébuchant. Je crois que ça a été suffisamment dit dans la grande mobilisation, d'ailleurs historique, qui a eu lieu samedi. À laquelle vous avez participé. À laquelle j'ai participé. On a eu plus de 150 000 personnes dans les rues de France. C'est la mobilisation la plus grande qui a jamais eu lieu contre les violences faites aux femmes, qui a mobilisé très largement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience en France qui fait suite à la période MeToo. Il faut s'en féliciter. Maintenant, il faut de l'action politique. Et ce que je crains dans les mesures, pour le moment, qui ont été annoncées, c'est qu'on est essentiellement dans l'outil répressif et à la rigueur d'accompagnement des femmes victimes, mais qu'on n'est pas du tout dans la prévention. Et ça, clairement, ça nécessite des moyens. C'est pour ça que les associations parlent d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros qui permettrait à la fois de la formation dans l'appareil judiciaire, la formation dans le système éducatif, dans la formation dans l'accompagnement aussi du côté des forces de police, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un grand nombre de féminicides et de violences faites aux femmes, dans plus de 60% d'entre elles, en réalité, les femmes ont déjà porté plainte, se sont déjà manifestées auprès des forces de police, et malheureusement, uniquement dans 18% des cas, cela s'est traduit par des enquêtes judiciaires. Donc il y a un problème avec la chaîne pénale, c'est ce que dit d'ailleurs le gouvernement, c'est ce que reconnaît Nicole Belloubet. Il y a un problème avec la chaîne pénale, d'ailleurs il y a un rapport du Conseil de l'Europe la semaine dernière qui est sorti, qui pointe la responsabilité de la France dans sa chaîne pénale et sa faiblesse à considérer de tels actes de violence, qui pointe aussi la définition du viol dans le droit français qui est problématique parce qu'elle s'intéresse uniquement aux violences physiques, mais ne prend pas en compte la question du consentement, qui est une question qui est fondamentale quand on parle de violences faites aux femmes. Voilà, et je pense qu'il faut moderniser l'ensemble aujourd'hui de notre dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça passe aussi, et le rapport le pointe, par l'ouverture de places en hébergement d'urgence pour dire aux femmes: on vous entend, on vous écoute. Donc ouverture supplémentaire, parce que le gouvernement dit qu'il en a déjà créé 5 000, il en faut plus selon vous. Malheureusement, combien d'anecdotes on a eu et malheureusement, les violences se passent souvent quand des femmes décident de quitter leur conjoint et à ce moment-là se retrouvent complètement désœuvrées, seules. Et moi, j'ai envie de dire à ces femmes, votre parole est légitime. On n'a plus le droit de la remettre en cause, comme souvent c'est le cas quand elles vont porter plainte.
et on vous écoute, on vous prend au sérieux et on vous accompagne. On vous accompagne à la fois dans vos procédures judiciaires, mais aussi au quotidien, parce que c'est souvent un drame social qui s'accompagne d'un drame conjugal, et on ne pourra plus continuer à considérer ces faits comme des crimes passionnels, parfois comme on l'a lu dans la presse. Heureusement, les mentalités évoluent aussi de ce côté-là. On sait désormais ce qu'est un féminicide. On sait qu'il y en a eu depuis le début de l'année 117 et que c'est beaucoup trop. C'est déjà plus qu'à 137. Et on sait que c'est déjà beaucoup plus que dans l'ensemble de l'année 2018. Donc voilà, trop c'est trop. Bien, mais on va changer de sujet. Nous allons passer à la mobilisation sociale qui va être l'actualité de la semaine prochaine. Alors hier soir, Gérald Darmanin dit non, on ne peut pas attendre, le régime est déficitaire, pas de report, il faut tout de suite combler le déficit. Qu'en pensez-vous ? Je crois de nouveau, Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement font peser une épée de Damoclès sur la tête des Français. En réalité, on a encore quelques années pour voir venir l'enjeu véritable. Et moi, je suis d'accord sur un point vis-à-vis du gouvernement, c'est qu'il faut une réforme. Il y a un enjeu, c'est qu'il y aura d'ici 2050 6 millions en plus de personnes qui seront à la retraite. Et il faut financer ces retraites. Jusque-là, on est d'accord. Et je pense qu'il faut réformer le système actuel de retraite. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que va proposer la France Insoumise un contre-projet des retraites. Maintenant, la question... Alors, il y aura quoi dans ce contre-projet ? Alors, voilà. Il faut comprendre quel est l'enjeu d'abord. On a un système des retraites. Il faut imaginer un gâteau que doivent se partager les retraités. Aujourd'hui, c'est 14% du PIB. S'il y a davantage de personnes autour de la table pour se partager ce gâteau, mécaniquement, chacun d'entre nous autour de cette table aura une partie plus petite, voire des miettes. Donc nous pensons qu'il faut augmenter la taille du gâteau. Comment on augmente la taille du gâteau ? En augmentant notamment les cotisations sociales. Il y a plein de manières d'augmenter les cotisations sociales. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes aujourd'hui à la suite de cette mobilisation de samedi dernier de nous toutes. Vous pouvez par exemple augmenter les cotisations sociales des entreprises qui ne respectent pas l'indice d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui n'ont pas 100%, parce qu'aujourd'hui il faut 100%. Cet indice a été mis en place par le gouvernement. Si vous leur dites qu'elles sont taxées, elles vont y arriver. Et si elle arrive, qu'est-ce qui se passe ? Mécaniquement, les salaires augmentent, l'écart de salaire femmes-hommes qui est de plus de 20% est comblé, et donc il y a plus de cotisations sociales qui sont payées. À partir du moment où les salaires augmentent, les cotisations sociales augmentent, c'est pour ça que le plein emploi facilite aussi le financement des retraites, et là alors vous pouvez augmenter ce fameux gâteau de telle sorte à ce que chaque retraité puisse avoir un niveau de vie décent et digne. Pour vous, il ne faudra pas passer ni par un report de l'âge de départ à la retraite, ni par une augmentation de la durée de cotisation ? Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'espérance de vie en bonne santé recule. Donc si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, ça veut dire que mécaniquement, vous allez avoir des personnes qui sont qui partent à la retraite dans des conditions difficiles, et sachant qu'il y a un écart d'espérance de vie important en fonction des métiers de 7 ans entre un cadre et un ouvrier. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, vous savez, en réalité, il y a près d'un actif sur 2, au moment où il part à la retraite, en réalité, il est déjà au chômage. Donc en repoussant l'âge de départ à la retraite, en fait, vous déshabillez Pierre pour rhabiller Paul, parce que ça passe du système de chômage au système de retraite, et vous ne réglez pas du tout le problème de l'emploi chez les seniors. Et donc, en réalité, la véritable solution, c'est de se poser la question de comment on peut financer davantage. Je parlais par exemple de l'égalité femmes-hommes comme un des outils et un des leviers, mais c'est évidemment pas le seul. Quand le président dit la mobilisation du 5 décembre, c'est une mobilisation pour les régimes spéciaux. Et il cite le chauffeur de bus de la RATP, il part à 57 ans, mais celui qui est dans une collectivité locale, qui fait exactement le même travail, il part à 62. Finalement, est-ce que le système actuel n'est pas injuste ? Vous savez, c'est la stratégie classique de diviser pour mieux régner. C'est historique dans les mobilisations sociales, c'est toujours un outil classique. Il ne faut pas oublier que mais l'injustice existe. Les régimes spéciaux aujourd'hui représentent 3% des retraites. 3% des retraites. Aujourd'hui, la mobilisation qui va avoir lieu le 5 décembre, et je le redis ici, c'est pour tout le monde, parce que nous serons tous perdants. Je vous le disais, à partir du moment où on est plus autour du gâteau, et on sera tous perdants. Mais est-ce qu'il faut les supprimer, ces régimes spéciaux ? Mais non, les régimes spéciaux, ils ont été mis en place pour souvent compenser des conditions de travail difficiles. Pour vous, il ne faut pas y toucher ?
Non, vous pouvez les moderniser, vous pouvez les uniformiser entre eux, parce qu'il peut y avoir différentes inégalités. Le maçon dans le privé qui est debout à 5 h du matin, qui porte des charges, il part à 62 ans. Et le cheminot qui est dans un TGV, c'est quand même un peu plus confortable, il part à 52. Et pourquoi quand il faut harmoniser, il faut toujours harmoniser par le bas? Moi je dis qu'aux maçons qui travaillent dans des conditions difficiles, en effet, il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 62 ans, mais à 60 ans, il faut qu'ils partent plutôt à la retraite. Et donc c'est pour ça que c'est important que cette mobilisation, en réalité, il faut bien l'avoir en tête, elle est pour nous toutes et nous tous. Moi, je suis née en 1989 et on fait souvent la blague des gens de ma génération, et je suis sûre que s'il y a des jeunes qui nous regardent, ils doivent le penser, de se dire notre génération, on n'aura pas de retraite. C'est ce que disent même mes amis qui sont un peu résignés. D'ailleurs, pour la génération 1990, on estime, avec la réforme annoncée, que ce serait un départ à la retraite autour de 67 ans environ. Mais vous imaginez dans quelle société on va vivre alors que l'espérance de vie en bonne santé est autour de 63-64 ans. En bonne santé, je dis, pas l'espérance de vie tout court. Oui. Et donc, un départ à la retraite à 67 ans. Et puis quoi, ça va être, d'ici que moi je parte à la retraite, 70, 72, 75 ans. C'est sans fin comme système. Est-ce que pour vous, il faut un référendum sur ce sujet, sur cette réforme des retraites? On est toujours favorable à des mécanismes de démocratie directe. Et en l'occurrence, ça peut être une bonne solution, je pense, un référendum. Malheureusement, je crois que le gouvernement est plutôt hostile. En tout cas, vous êtes favorable. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les derniers sondages qui sont sortis démontrent la grande inquiétude des Français sur la réforme des retraites. Alors, quand on fait un référendum, il faut être vigilant à la question que l'on pose. Donc, je me prononcerai sur une question précise. Mais le principe de consultation directe des Français sur une réforme aussi majeure que celle-là, oui, je pense que la démocratie directe nous offre cet outil-là. Le gouvernement est, cela dit, plutôt réfractaire à l'utilisation des référendums au vu de notre expérience sur l'aéroport de Paris, où il y a la demande d'un référendum. On espère qu'on va obtenir le million de signatures et qui va pousser le gouvernement à défaut d'obtenir... Vous demandez le référendum. Dans le cas de la campagne pour l'aéroport de Paris, il faut en réalité plus de 4 millions de signatures, mais on espère qu'avec 1 million de signatures, on peut faire la pression sur le gouvernement. Et au vu de la mobilisation qui va avoir lieu pour les retraites à partir du 5 décembre, on va en parler. J'espère que le gouvernement va revenir à la raison et de se dire que pour une fois, ce serait bien d'écouter les Français. Il est passé en force avec des réformes sociales terribles, on pense notamment à l'assurance chômage. J'espère que pour celle-là, il ne précipitera pas le calendrier, prendra le temps véritablement d'écouter les Français. On va en parler du 5 décembre. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dit que cette mobilisation du 5 décembre, elle touchera peu le privé, qu'il n'y aura pas de contagion au privé comme ça a été le cas en 95. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'on lui apportera la meilleure réponse possible le 5 décembre. On en jugera le 5 décembre au soir. Je sais aussi que c'est pas facile, une mobilisation sociale. D'abord parce que quand vous êtes en grève, vous perdez une journée de salaire et ça se comprend que beaucoup de gens qui sont dans le privé, qui galèrent à finir leur fin de mois, qui sont en SMIC, soutiennent la mobilisation mais se disent en même temps c'est perdre une journée de salaire. En même temps, je vois de la part du gouvernement, de la part du MEDEF, qui soit dit en passant, tiennent exactement le même discours sur le fond, essaie déjà de diminuer en avance la mobilisation du 5 décembre, qui s'annonce quand même assez suivie. Et 1995 sera en effet un bon point de comparaison. Oui, mais en 1995, justement, je vais vous poser la question, ça a continué après. Là, au fond, le gouvernement peut se dire, comme avait fait Fillon en 2003 et en 2010, il y a eu un jour de mobilisation, j'ai toujours des interlocuteurs qui sont la CFDT, qui sont le patronat. Est-ce que vous appelez à continuer à bloquer le pays ou à mener des actions juste après, à prolonger le mouvement? C'est les syndicats qui vont en décider, les personnes mobilisées dans chaque entreprise. Mais je constate déjà qu'il y a des préavis de grève reconductibles chez plusieurs syndicats et dans plusieurs branches sectorielles. Et puis vous parliez de la CFDT cheminot par exemple, a appelé à la grève du 5 décembre. Donc c'est bien la démonstration qu'aujourd'hui, même les syndicats sur lesquels pensait compter le gouvernement à leur côté. C'est que les cheminots, la CFDT, pas la Confédération. C'est que les cheminots, mais j'entends quand même de plus en plus Laurent Berger monter au créneau sur la réforme des retraites. Tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Il veut la retraite à point, il faut le préciser. Oui, il veut la retraite à point et ça fait partie des points de désaccord en effet que nous avons avec Laurent Berger et la CFDT. Mais il demande au gouvernement de sortir de l'ambiguïté. Mais il faut se souvenir, la retraite à point, ça paraît hyper technique, mais c'est en réalité
individualiser davantage votre système de retraite et transférer une partie du système de retraite au privé. Et d'ailleurs, les pays qui sont passés au régime à points, notamment dans les pays nordiques, le regrettent, y compris du côté des forces politiques qui étaient initialement en faveur de ce dispositif. Un mot sur ces mobilisations du 5 décembre. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a exprimé hier sa gêne sur la présence d'élus du Rassemblement national durant ces manifestations, puisque Marine Le Pen a annoncé que le Rassemblement national y participerait. Est-ce que vous partagez la gêne d'Olivier Faure ? Je crois que, honnêtement, c'est un faux débat. On sait, et vous savez très bien ici, qu'on ne partage rien avec le Rassemblement national, y compris sur les questions sociales. Je rappelle que, par exemple, le Rassemblement national est contre l'augmentation du SMIC, ce qui fait une différence fondamentale entre leur proposition et la nôtre. Je ne sais pas bien ce qu'ils proposent sur le régime des retraites, mais je sais que dans le passé, ce ne sont pas eux qui se sont mobilisés pour défendre les droits sociaux des travailleurs. Donc moi, je me reconnais en rien dans les revendications du Rassemblement national. Mais ça ne vous gêne pas qu'ils soient présents à cette mobilisation ? Mais aujourd'hui, je pense que leur présence est marginale, elle est hypocrite, et j'ai même pas envie de la commenter parce que... Bah oui, elle est hypocrite parce que jamais dans l'histoire le Rassemblement national n'a été du côté des travailleurs. Jamais. Et je veux dire à tous ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés par le Rassemblement national, ce ne sont pas les alliés des travailleurs. Jamais ils ne défendent notre système de protection sociale. Jamais ils ne défendent l'augmentation des salaires. Jamais ils ne défendent le partage des richesses produites au sein des entreprises entre le capital et le travail. Jamais. Alors qu'ils y soient et qu'ils essaient de surfer sur une vague sociale, c'est ni la première ni la dernière fois. Mais je pense que ce n'est pas le fait le plus important de ce 5 décembre. En revanche, il y aura tous les partis de gauche. Alors c'est un retour à l'union de la gauche. On voit que localement, sur les municipales, on commence à discuter de nouveau, pas partout. Donc vous, est-ce que vous appelez finalement toute la gauche à se reparler et à sortir de clivages qui l'ont quand même marginalisé aux dernières européennes ? Plusieurs choses. D'abord, sur la question des retraites, le Parti socialiste est un peu balbutiant. Ils ont à peine décidé le week-end dernier d'appeler à la grève du 5 décembre. Vaut mieux tard que jamais et je souhaite qu'on soit le plus nombreux possible. Donc, ils sont évidemment les bienvenus. Ensuite, à l'échelon municipal, moi, je pense que... ce qui compte, au-delà de notre capacité à discuter entre nous, mais la vérité, c'est que les forces politiques vont pas très bien, y compris à gauche, et que souvent on représente une frange marginale de la population française, c'est quelle est notre capacité à venir en soutien aux mobilisations, aux collectifs citoyens au niveau local. Il y a plein d'exemples assez intéressants qui se passent en France. Pour le coup, je vous donne raison là-dessus. Je pense notamment à Nantes, où Nantes en commun, un collectif citoyen est né, soutenu par la France Insoumise, j'espère soutenu par Europe Écologie Les Verts. Contre une maire socialiste. Contre une maire socialiste qui est soutien de Manuel Valls et qui, pour le coup, a des choses à se reprocher en termes de gestion de la ville au niveau local, tant en termes de bétonisation que en matière même de politique sécuritaire, qui, je pense, qui ne doit pas être un tabou pour la gauche. Donc, pour finir sur cette question, sur les élections municipales, on peut évidemment travailler ensemble, mais ça doit se faire en appui à des collectifs citoyens. Marseille est un autre excellent exemple de ce qui est en train de se passer. Malheureusement, je regrette qu'Europe Écologie Les Verts n'ait pas voulu soutenir cette dynamique et qu'ils aient décidé à 60 de ne pas rejoindre la dynamique locale du côté des forces politiques et citoyennes locales. Ça va du Parti socialiste à la France Insoumise, mais avec énormément de collectifs citoyens, notamment à la suite, le collectif du 13 novembre à la suite de l'immeuble qui s'est effondré. Et c'est un exemple positif qui, j'espère, permettra de renverser la ville après des années Gaudin qui ont fait mal à la population. Un dernier mot sur ce sujet de la mobilisation sociale de la réforme des retraites. On voudrait vous entendre sur la proposition de loi que va déposer Bruno Retailleau pour obliger la RATP, la SNCF à garantir un service minimum les jours de grève, quitte à réquisitionner des salariés grévistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a qu'à tout simplement mettre un terme au droit de grève, comme ça ce sera plus simple et comme ça on reviendra sur un des droits fondamentaux qui est garanti par la Constitution française. Pour vous, c'est une remise en cause du droit de grève ? C'est une remise en cause fondamentale du droit de grève. J'entends que le droit de grève soit pénible à subir pour des usagers des transports publics. Je prends les transports publics tous les jours. Je comprends, évidemment c'est difficile, mais
le droit de grève, c'est un droit fondamental et sans le droit de grève, on n'aurait pas eu énormément d'avancées sociales, que ce soit la 5e semaine de congé payé, que ce soit la sécurité sociale. C'est un droit fondamental qu'il ne faut pas remettre en cause. Allez, on va passer à l'Union européenne. Vous êtes députée européenne. Un mot d'abord sur l'immigration. La France est devenue le premier pays d'Europe pour les demandeurs d'asile. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner. Pour la première fois depuis le début de la crise migratoire, elle dépasse l'Allemagne. Il y a eu 120 900 demandes enregistrées en France au 17 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Ces chiffres, aujourd'hui, témoignent que la France doit être un pays d'accueil. Il faut aussi garder en tête dans les demandes d'asile, on n'a pas uniquement la caricature qu'on fait parfois du droit d'asile, de migrants économiques qui viennent demander le droit d'asile. Ça relève d'énormément de situations qui sont différentes. Et mais pour autant, il faut réformer le droit d'asile, réformer l'espace Schengen, comme veut le faire Emmanuel Macron. Mais vous savez déjà, l'espace Schengen, c'est parfois une vaste blague en pratique. Moi, j'étais à la police aux frontières de Menton il y a quelques semaines. J'ai voulu visiter un centre d'enfermement des migrants, comme l'autorise la loi française normalement pour les députés de visiter tous les lieux de privation de liberté. Et cet accès m'a été refusé sous prétexte que ce n'est pas un lieu de privation de liberté, alors même que des migrants sont enfermés là de plus de 4 heures dans des conditions abominables, dans des algécos, conditions précaires, sans parfois à boire et à manger. On entendait des migrants tambouriner aux portes quand on attendait à l'extérieur. Et j'ai vu plein de situations, y compris par exemple d'un Camerounais qui avait des papiers légaux en Italie et dont son accès a été refusé en France. Parce que la police aux frontières de Menton a décidé que des papiers légaux de l'espace Schengen n'étaient pas acceptés en France. Et des anecdotes et des histoires comme ça, on en a énormément. Donc ça me permet de rappeler l'urgence aujourd'hui de sortir ces zones d'un non-droit, puisque personne ne peut avoir accès aujourd'hui à la police aux frontières de Menton. Moi, je vais déposer avec d'autres députés qui ont eu la même mauvaise expérience à la police aux frontières de Menton un recours administratif pour faire en sorte qu'on puisse accueillir dans des conditions dignes des personnes qui arrivent à nos frontières et qu'on les traite tout simplement comme des êtres humains. Oui, donc cette semaine au Parlement européen, vous êtes appelés, comme tous les autres eurodéputés, à vous prononcer sur la commission d'Ursula von der Leyen. Cette commission, que lui reprochez-vous ? Beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir les conditions dans lesquelles ce vote va se dérouler. C'est un vote qui se passe dans des conditions très peu démocratiques, avec énormément de pression qui se déroule en coulisses sur les députés, sachant qu'Ursula von der Leyen, pour rappel, elle a été élue à 7 voix près, ce qui illustre aussi... Et ça veut dire quoi ? Vous avez subi des pressions, vous ? Moi, pas directement, parce que je crois que mon vote est clair et sans surprise, il sera contre, mais parlez-en aux députés socialistes. Vous connaissez des députés qui ont subi Évidemment, des des députés du groupe socialiste qui ont subi des pressions. Et les accords entre couloirs, les pressions, c'est une pratique commune au Parlement européen, ce qui illustre la déconnexion parfois du Parlement européen avec la réalité. Parce que, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai reçu un blâme de la part du président du Parlement européen parce que j'ai appelé les jeunes militants du climat à faire de la désobéissance civile au Parlement européen pour alerter sur l'urgence climatique et notamment ce qui motive et permet de répondre à votre question, motive aussi notre refus de cette Commission européenne qui ne prend pas au sérieux l'urgence climatique et qui continue les mêmes recettes libérales, par exemple en signant à tour de bras des accords de libre-échange, en ne sortant pas des logiques austéritaires qui contraignent les budgets européens pour investir massivement dans les énergies renouvelables. Voilà aujourd'hui les orientations politiques. Et puis il y a un dernier enjeu sur cette commission, c'est la question éthique. C'est la question éthique avec Thierry Breton qui est passé ric-rac, mais qui illustre aujourd'hui des conflits d'intérêts du matin au soir entre un ancien PDG d'une grande entreprise et un portefeuille européen massif. C'est la première fois dans l'histoire européenne qu'on a un PDG qui passe directement d'une grande entreprise à un portefeuille comme celui-là, ce qui illustre l'ampleur des conflits d'intérêts. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Manon Bry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal Jalabert. Demain, Manon Bry à votre place, ce sera Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La
presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons des violentes intempéries qui ont touché le Var et les Alpes-Maritimes. Samedi, nous serons en direct de Nice avec Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Et on parlera également de la réforme des retraites, puisqu'Édouard Philippe reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour parler de cette réforme. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, nous serons dans les Côtes d'Armor pour tenter de répondre à cette question. Un an après, où en est la France des Gilets jaunes? Quel est aujourd'hui le sentiment de ces Français qui se sentaient relégués, oubliés et qui sont venus se faire entendre sur les ronds-points? Regardez le programme de ce qui vous attend toute la semaine avec Cécile Sixou. Cette semaine, on va vous emmener dans les environs de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, et on va essayer de comprendre ce que sont devenus ceux qui, il y a un an, se sont installés sur ces ronds-points et ont revêtu ce gilet jaune. On va d'abord aller à Saint-Brieuc pour rencontrer un groupe d'irréductibles qui manifeste encore le samedi. On va ensuite aller à Loudéac, rencontrer un autre groupe de gilets jaunes qui, eux, ne manifestent plus, mais se sont formés en association et tentent d'être force de proposition à l'approche des municipales. Enfin, on ira voir le maire de Plérin et tenter de comprendre avec lui ce que ce mouvement a changé pour les élus locaux. Voilà, et tous ces reportages seront donc à suivre à cette heure-ci toute la semaine dans Bonjour chez vous. Mais avant ça, on va commencer ce club, on va parler de la réforme des retraites. Aujourd'hui et demain, Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux pour parler de cette future réforme. Un sujet qui a suscité de nombreuses réactions politiques et syndicales tout ce week-end. Elles sont résumées par Béatrice Finzan. Qui nous donne les documents sur quelle base ils nous licencient. On ne les a toujours pas, on a fait par recommandé, par mail, on a fait par presse. Il a berné tout le monde. Moi que je me fasse berner, je comprends bien, monsieur Macron, mais vous quand même... Non, alors, attendez. Je ne comprends pas comment vous avez été aussi naïf que ça. Pris à partie par d'anciens salariés licenciés, Emmanuel Macron est retourné sur le site de l'ex-Whirlpool 2 ans et demi après. Un symbole fort destiné aux Français, mais aussi aux partenaires sociaux, à qui le chef de l'État a adressé un message sans équivoque sur la réforme des retraites et sur la mobilisation du 5 décembre. Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Pour la CGT, cette réforme est pourtant bien destinée à diviser les Français. C'est une vraie fracture dans notre pays, cette réforme. C'est un changement profond. C'est la réforme des retraites pour les premiers de cordée. Il va y avoir une quasi-totalité de sacrifiés avec cette. C'est un accroissement des inégalités, c'est un accroissement de la pauvreté. Le président de tous les Français essaie de diviser les Français. Mais pour le gouvernement, le texte vise au contraire à rassembler. Il y a 3 enjeux dans la réforme. Il faut qu'elle soit pour tout le monde. Il faut qu'elle soit universelle. Aujourd'hui, les retraites ne sont pas universelles. Pas que pour les nouveaux embauchés, pas que pour les nouveaux entrants. Si on faisait que la clause du grand-père, que le flux par rapport au stock, ce serait dans 30 ans qu'on aurait une réforme des retraites. Bon, ça, c'est pas possible. Même la CFDT, jusqu'ici favorable, participera à la mobilisation et appelle l'Élysée à apaiser. Sortez de l'ambiguïté. Quelle réforme vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est la réforme de justice sociale avec la mise en place d'un régime universel qui prendra en compte les aléas de carrière des solidarités? Et dans ce cas, on veut travailler sur ce sujet-là. Ou est-ce que vous voulez, comme on le pressent aujourd'hui, une réforme financière qui demandera de faire des efforts aux travailleurs avant de parler de solidarité et d'équité? Dans ce cas, la CFDT s'y opposera. Un avertissement destiné au gouvernement, alors que Matignon reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain. Et cette réforme des retraites, ce sera le premier débat de ce club. Bonjour Pascal Tournier, bonjour Arnaud Benedetti, bonjour Guillaume Doyen, rebonjour Alex Poussard, merci d'être avec nous. On va donc parler de cette mobilisation annoncée du 5 décembre, mais d'abord d'Édouard Philippe qui reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux. Il commence ce matin par Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, ça sera lui le premier reçu. Geoffroy Roux de Bézieux qui dit hier dans le Parisien, il faut trancher les points majeurs avant le 5 décembre. Est-ce que, Arnaud Benedetti, le gouvernement entretient sciemment l'ambiguïté sur cette réforme?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la journée du 5 décembre sera décisive. Le gouvernement essaye manifestement aujourd'hui d'avoir une communication qui est une communication offensive. On l'a vu avec les déclarations du président de la République, encore une fois, une communication qui vise à la fois à, disons, prendre les Français sur un sujet qui leur tient à cœur, qui est celui de l'égalité. Et on voit que, en réactivant la rhétorique de l'égalité pour dénoncer les régimes spéciaux, le président de la République touche une corde qu'il considère comme sensible dans l'opinion publique. Emmanuel Macron qui dit que c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Afin de montrer tout simplement que les régimes spéciaux seraient l'expression d'une forme de privilège, de privilège historique qui n'aurait plus lieu d'être. La vérité, c'est que, en fait, on voit aussi qu'il y a une fébrilité. Parce que le risque, quand même, c'est que le 5 décembre devienne un peu un événement totémique et un appel d'air qui puisse agréger tout un ensemble de contestations qui vont parfois même au-delà de la question des réformes des retraites. Donc en effet, il faut pour le gouvernement essayer quand même de déminer au maximum avant cette journée qui sera une journée importante. Et on sait très bien aujourd'hui que de toute façon, les appareils syndicaux ont les capacités de tenir sur un mouvement suffisamment long pour à un moment donné gêner l'exécutif. Ce que je trouve problématique aujourd'hui à ce stade pour le gouvernement, c'est qu'on a le sentiment qu'ils n'ont pas véritablement tranché en fait sur le sens de la réforme qu'ils veulent donner, pour laquelle ils veulent donner. C'est-à-dire que d'un côté, au début, on avait plutôt une réforme qui était effectivement lutter contre les inégalités, donc la question des grands principes, la question de l'universalité de la réforme des retraites, mais c'est invité assez rapidement la question paramétrique, c'est-à-dire la question budgétaire, c'est qu'il faut en même temps faire en sorte qu'on limite au maximum le déficit du système de retraite, chose qui a été en plus accentuée par ce fameux rapport du corps de conseil d'orientation des retraites qui a pointé du doigt la difficulté financière du système dans les années à venir. Donc, un déséquilibre estimé entre 8 et 17 milliards. Voilà, donc en fait, je pense que les Français, il y a vraiment un véritable problème de communication, c'est que finalement, alors qu'au départ, c'était sur la question des grands principes, le gouvernement ne sait plus très bien gérer sur quel pied danser. En plus de cela, je pense que certes, il faut négocier, la réforme n'est pas actée totalement, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont créé une espèce de flou, une forme d'incertitude pour l'avenir et du coup, un climat très anxiogène. Les gens, la question est très très simple, les gens veulent savoir au final qu'est-ce qu'on va gagner, quel va être le montant de notre retraite à la fin. Mais donc, si on vous suit bien, c'est pas tant qu'il entretient l'ambiguïté, c'est qu'il ne sait plus aujourd'hui où il veut aller, le gouvernement ? Je pense qu'il y a des voix discordantes au sein du gouvernement. On le voit bien sur la question de la clause grand-père, cette fameuse clause qui de dire est-ce qu'à partir de quel moment le système va entrer en vigueur. On voit bien qu'il y a eu des dissensions au sein du gouvernement. On voit bien aussi qu'il y a effectivement du côté de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, on n'insiste plus davantage sur la question budgétaire. Donc oui, je pense que c'est pas si clair que cela dans l'exécutif. Guillaume. Moi, je pense que dès le départ, elle a quand même été conçue pour limiter le déficit. C'est une réforme à coût constant. Donc on se doutait qu'il y aurait des gagnants et des perdants. Et que les perdants seraient probablement plus nombreux que les gagnants. Évidemment, c'est plutôt une réforme de rigueur qui menait dissimulée par un vocabulaire savant de la retraite à points, en fait. Mais personne n'en a jamais douté que ça fonctionnerait comme ça. Maintenant, il reste dans le flou, oui, parce que c'est sa technique, celle du président de la République. Il a dit vous allez manifester le 5, mais contre quoi vous allez manifester, en fait, puisque j'ai toujours pas déposé mes propositions, j'ai toujours pas avancé de texte. Arnaud Benedetti, est-ce que, Édouard Philippe, est-ce que le gouvernement va devoir dire aux Français clairement oui, vous allez devoir travailler plus ? Est-ce que c'est ça qui manque, cette parole de clarté ? En tout cas, c'est certainement aujourd'hui la parole qui ne sera pas dite pour l'instant, vraisemblablement, pour des raisons évidentes, parce que ça serait tout simplement donner du crédit aux opposants à la réforme. Mais si vous voulez, en fait, il y a deux enjeux politiques majeurs au-delà de la question de la réforme des retraites. Le premier enjeu politique, c'est que finalement, aujourd'hui, le gouvernement et l'exécutif et Emmanuel Macron vont être testés sur leur capacité à poursuivre 2 ans et demi après le début de mandat, finalement, le logiciel de réforme qu'ils entendent appliquer à la France. Si, clairement, Emmanuel Macron cède
sur ce sujet, on peut considérer qu'à partir de là, les marges de manœuvre du président de la République et de son gouvernement seront nulles jusqu'à la fin du quinquennat. Donc ils jouent extrêmement gros. Mais les appareils syndicaux jouent extrêmement gros aussi, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent finalement la pérennité et la survie d'un mode d'action collectif qui est hérité de décennies, voire de siècles de contestation sociale. C'est-à-dire qu'après quand même l'échec de leur mobilisation au moment de la réforme du Code du travail et du changement de statut de la SNCF, ils ont là un enjeu politique qui est un enjeu politique majeur, en tout cas quant à leur culture syndicale. Donc on voit bien qu'à la fois pour le gouvernement et pour les syndicats, c'est un test absolument majeur concernant finalement pour les uns l'avenir du quinquennat et pour les autres l'avenir d'une certaine culture syndicale. Pascal, tout le monde joue gros finalement? Oui, et je pense qu'il va y avoir deux choses qui vont être déterminantes dans les jours de grève. Déjà, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux actes de violence ? Parce que je pense que ça peut complètement changer la donne, notamment auprès de l'opinion publique. On se souvient au moment des Gilets jaunes, ça avait été un facteur assez déterminant pour faire basculer une partie de l'opinion publique en faveur du gouvernement. Donc est-ce que les Black Blocs, en tout cas les forces un peu d'ultra-gauche, vont s'inviter le 5 décembre ou dans les jours au-delà? Et deuxième élément qui, à mon avis, va être déterminant, c'est aussi est-ce que les grèves vont... Je dirais qu'il y a le 5 est évidemment très important, mais ça va être aussi le lundi qui va suivre. Est-ce que les grèves vont se poursuivre vont se poursuivre dans la semaine qui suit. Et je pense que ça va être déterminant pour analyser, pour voir un petit peu l'état des rapports de force. Est-ce qu'il y aura des forces dépolitisées ressemblant aux premiers Gilets jaunes? Pour rappeler ceux de la fin, 2018, celles qui ne sont pas encadrées par un parti, celles qui ne sont pas encadrées par un syndicat qui rentreront dans la danse du 5. Mais déjà, les Gilets jaunes ont appelé pour la première fois justement à ne pas manifester un samedi, mais à s'inviter dans le cadre de cette manifestation. Donc je pense que ça va forcément avoir un effet. Et on va quitter, juste pour terminer, les modes de contestation, de mobilisation un peu classiques. Donc ça va être intéressant de... Je rejoins Pascal Tournier. La question essentielle, ce sera la question du soutien de l'opinion publique. Mais la question de la violence, en effet, se posera si, bien évidemment, des échauffourées venaient à perturber ce type de cortège. Mais ne pensons pas forcément que la question de la violence délégitime un mouvement aujourd'hui. Parce qu'on l'a vu quand même avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a été un mouvement émaillé de violence qui a quand même bénéficié du soutien de l'opinion publique. Donc en effet, on voit bien que le discours du gouvernement, dans cette hypothèse, serait un discours qui viserait finalement à, disons, mettre en avant la thématique de l'ordre public pour, quelque part, délégitimer la contestation sociale. Mais en l'occurrence, en tout cas, la bataille essentielle sera celle du soutien de l'opinion publique et de la capacité, en effet, non seulement des syndicats à pouvoir maintenir la mobilisation sur la distance, et ça, ils en sont capables aujourd'hui manifestement, mais surtout de bénéficier du soutien de l'opinion publique sur la distance. Pascal Tournier, on le disait, Édouard Philippe reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux. Est-ce qu'il va pouvoir faire des compromis avant le 5 décembre? Est-ce qu'il va pouvoir lâcher du lest sur cette réforme? Je pense que c'est un peu... pour moi, c'est un peu de l'ordre de la mise en scène. Finalement, on montre qu'on est dans le dialogue. Les partenaires sociaux aussi ne ferment pas la porte. Je crois que même, par exemple, ceux qui sont complètement hostiles à les réformes, telles que Force ouvrière, par exemple, sera présent à Matignon. La CGT aussi. La CGT aussi. Donc, moi, je pense qu'on est plutôt sur... on est plutôt plus dans la mise en scène que véritablement dans la négociation pure et dure. Parce qu'encore une fois, ça fait quand même des mois et des mois, soi-disant qu'il y a de la concertation. Je ne vois pas en quoi ces derniers jours, les jours qui précèdent le 5 décembre, tout le monde va trouver sortir du chapeau une solution miracle pour éviter cette mobilisation. Non, un dernier point, c'est qu'aussi les syndicats sont aujourd'hui dans une attitude résolument offensive parce que leur base aussi, d'une certaine façon, est en train d'être très agissante. On l'a vu notamment à la SNCF avec parfois un certain nombre, notamment dans des dépôts d'initiatives qui dépassaient de loin les appareils syndicaux. Allez, on va passer à un autre sujet, puisque avant de recevoir les partenaires sociaux, Édouard Philippe va présenter ce matin les mesures du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une grande partie du gouvernement qui sera réuni à Matignon. Édouard Philippe qui prendra la parole pour dévoiler les conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. On a vu une grosse mobilisation ce week-end, notamment auprès de 50 000 personnes à Paris, défiler contre ces violences conjugales. Est-ce que le gouvernement est sous pression populaire sur ce sujet ?
En tout cas, effectivement, il faut constater que 50 000 personnes quasiment samedi à Paris, c'est quand même c'est une première. Moi, là où je suis un peu surpris, c'est que soi-disant Emmanuel Macron avait décrété que c'était les questions tournant autour des femmes, c'était vraiment au cœur de son quinquennat. La grande cause nationale. Même exactement. Et là, on a le sentiment que, à cause de l'actualité, que ce soit ce qui s'est passé, toutes les révélations dans le domaine du cinéma avec la jeune actrice Enel, que ce soit effectivement cette liste de féminicides, que ce soit la gérer encore une fois ce qui se passe, la suite du phénomène MeToo. Enfin, on a l'impression quand même qu'ils sont un peu à la remorque de l'actualité. Donc moi je trouve que c'est alors que encore une fois c'est une réalité qui est de plus en plus présente. Ensuite, quand on regarde l'éventail des mesures qui vont être proposées, ce que je trouve assez intéressant, c'est la question d'ordre juridique. On voit bien que Nicole Belloubet a fait amende honorable pour dire que la chaîne pénale française n'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Et donc là, on voit bien qu'il y a même une adaptation même du droit. Par exemple, je sais qu'on va essayer d'introduire la question de l'emprise pour mieux finalement reconnaître et légitimer la parole des femmes, parce que je pense que c'est ça ce qui est au cœur d'un des problèmes fondamentaux, c'est que finalement on ne reconnaît pas la parole des femmes. Peut-être que c'est Manon Aubry juste avant qui le soulignait assez justement. Et je pense que ça, de ce côté-là, il y a quand même des changements qui sont assez intéressants, qui vont au-delà juste de la question des moyens. Effectivement, il y a un vrai problème juridique, notamment quand on regarde le bracelet anti-rapprochement, qui normalement sera une mesure qui fera partie de ce dispositif, qui fait partie d'une proposition de loi, notamment déposée par un député Les Républicains. Ce bracelet anti-rapprochement, en fait, il avait été mis en place par Nadine Morano, la ministre de la famille de Nicolas Sarkozy, dans son plan de 2010. Le problème, c'est que juridiquement, eh bien, le champ d'application était trop restreint. Et en fait, ce système de téléprotection, de bracelet, il n'a jamais été vraiment appliqué. Donc voilà, il y a un problème d'application juridique des mesures pour lutter contre ces violences. Arnaud Benedetti, Pascal le rappelait, Nicole Belloubet a fait amende honorable et on a lu hier cette tribune dans le Parisien de 3 ministres, Marlène Schiappa, Nicole Belloubet, Christophe Castaner, qui disaient « Nous sommes lucides, ne compte n'y est pas ». Est-ce que c'est surprenant ça de la part du gouvernement d'écrire une telle tribune ? Non mais si vous voulez, sur ce sujet, c'est véritablement l'illustration du décalage entre la parole et les actes, entre la communication et l'action. Il faut quand même écouter aussi les spécialistes. Et il y a le procureur Frémiot qui a eu à traiter de ces questions des violences conjugales, qui a tenu des propos extrêmement critiques vis-à-vis justement à la fois de l'action du gouvernement et de sa communication. Qu'est-ce que dit le procureur Frémiot ? Il dit aujourd'hui l'arsenal judiciaire existe. Il suffit à un moment donné de l'appliquer. Il y a des faits qui sont assez simples. Je veux dire, quand des mains courantes ne sont pas prises, quand un conjoint violent est après une garde à vue renvoyé au domicile conjugal, donc il y a bien en effet quelque part des difficultés qui se posent dans l'application tout simplement de ce que Mme Belloubet appelle la chaîne pénale. Mais en l'occurrence, le temps passe et on n'attend pas de ministre qu'il fasse une amende honorable alors que des femmes, tous les 2 jours, sont battues par leur conjoint et meurent. Donc à un moment donné, il faut agir. Et en l'occurrence, la critique qui est faite notamment par les associations qui défilaient ce samedi, c'est justement l'incapacité, en tout cas apparente, du gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent tout de suite. On peut quand même donner des instructions à un moment donné au parquet pour que des mesures qui soient des mesures d'éloignement soient prises dès la première violence. En fait, la véritable philosophie qu'il faut développer dans ce combat-là, c'est la tolérance zéro. Et il faut le dire et le répéter. Moi, pour terminer, pour compléter, c'est que je pense qu'il y a un problème de mentalité. Et ça, je pense que c'est très bien toutes ces mesures qui vont être déclinées et proposées aujourd'hui par Marlène Schiappa, mais je pense qu'il faut aussi introduire l'idée qu'il faut changer les mentalités. Et ça, c'est bien évidemment un travail de longue haleine, mais je ne crois pas juste à un catalogue de mesures. Véritablement, voilà, certains parlent, je citais 2 sociologues, de la question de promenons une nouvelle utopie, changeons peut-être la question de la masculinité. Je crois que c'est assez ça. C'est qu'effectivement, il faut changer les rapports entre les hommes et les femmes. Et je pense que ça peut être un projet de société qui peut être aussi porteur et intéressant. Allez, pour terminer sur ce sujet, on va se rendre dans la Somme grâce à nos partenaires des télés locales. Somme où un collectif de plusieurs centaines de femmes se
mobilise, comme un peu partout dans l'Hexagone, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Elles sont notamment passées à l'action dans les rues d'Amiens en affichant des mots chocs. Objectif, rappeler que tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-conjoint. C'est un reportage d'Adélaïde Bollard pour nos partenaires de WEO. Tous les 2 jours, une femme meurt assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint. Un constat dramatique que dénonce ce collectif qui envahit la nuit tombée les rues d'Amiens pour coller des messages chocs. Ce soir-là, elles sont une vingtaine à s'être mobilisées pour coller contre les féminicides et les violences conjugales. À la limite de la légalité, la plupart de ces jeunes femmes s'engagent pour prendre la parole pour celles qui ne peuvent plus. On essaye de coller des messages, des faits et des messages chocs pour sensibiliser le public, pour qu'il connaissent cette problématique, ce massacre tout simplement, et faire réagir les politiques pour que des mesures drastiques soient prises pour réduire ces féminicides. C'est quand même une utilité publique, je pense, de faire ce genre de choses. Elle colle une fois par semaine dans les rues d'Amiens pour dénoncer et mettre fin à ce massacre. Et chacune vient avec ses messages et surtout son envie d'agir. Pour parler au nom des femmes qui sont décédées, qui sont mortes, qui sont étranglées, tout ça. Faire bouger les choses, si on peut. Moi, je dirais que je me sens un peu impuissante face aux tous les décès et que j'aimerais faire quelque chose qui puisse aider sans... Je sais pas trop quoi faire à part ça, donc j'essaye de faire ce que je peux, même si parfois je trouve que c'est pas assez parce que les collages y sont enlevés. Ici à Amiens, les colleuses sont environ une 50aine. Une opération de collage simultanée dans toute la France a été organisée au début du mois de novembre pour alerter et sensibiliser. Depuis le début de l'année, 136 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de WEO. On va passer à un autre sujet. Ce sont ces intempéries, ces violentes intempéries qui ont frappé le sud-est de la France samedi, particulièrement le Var et les Alpes-Maritimes. Avant d'en parler avec vous, on va se rendre à Nice, retrouver Denis Carreau. Bonjour Denis, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Denis, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation dans votre région ce lundi matin ? La situation reste compliquée, même si la décrue est largement amorcée depuis hier. Le bilan humain est lourd et malheureusement il est toujours provisoire. On dénombre 4 morts dans le Var et un disparu recherché depuis samedi matin, toujours dans le Var à Saint-Antonin. Dans les Alpes-Maritimes, les vies ont été épargnées, mais le bilan matériel est considérable. On ne compte plus les maisons inondées ou touchées par des coulées de boue, les routes submergées, les établissements scolaires fermés et on sait que dans la journée on va encore découvrir de nombreux dégâts et de nombreuses conséquences de ces 2 jours d'inondations terribles, et on sait déjà notamment que les conséquences économiques seront très lourdes. Comment, Denis, cette journée de samedi a-t-elle été vécue par les habitants des Alpes-Maritimes et du Var ? Beaucoup d'angoisse, puisque tout le monde a le souvenir et garde en tête les épisodes précédents, notamment ceux d'octobre 2015, qui avait fait 20 morts dans les Alpes-Maritimes, et juin 2010, avec 8 victimes dans le Var. Donc les gens, pour beaucoup, sont restés chez eux et ont suivi les consignes de la préfecture. Mais par rapport aux épisodes des années précédentes, la prise de conscience est plus forte et les autorités ont largement évolué dans leurs pratiques également, et notamment le fait qu'on passe en alerte rouge dans la journée de samedi. Ça a permis de diffuser des consignes très, très fortes, très claires, inviter les gens à rester chez eux, la fermeture des centres commerciaux à 18h, et cet ensemble de mesures a permis d'éviter un bilan beaucoup plus lourd. Donc ça veut dire, si on vous entend, Denis, que les élus, les habitants étaient prêts à faire face à cet épisode méditerranéen ? Complètement, et c'est vrai que depuis octobre 2015 notamment, il y a une prise de conscience très très forte dans les Alpes-Maritimes où le bilan avait été extrêmement lourd. Tout le monde garde en tête ce qui s'est passé et on a évité les drames qu'on avait connus il y a 4 ans, et notamment ces pensionnaires d'une maison de retraite qui avaient été pris au piège à Biot, ou encore ces habitants de résidence à Mandelieu qui avaient voulu sauver leur voiture et qui avaient été piégés par les eaux dans leur
leur garage. Et partout dans l'ensemble des communes, les mesures ont été diffusées de manière beaucoup plus forte. À Cannes, par exemple, toutes les demi-heures, des messages étaient diffusés via les haut-parleurs dans les rues pour inciter les gens à rester chez eux et à surtout ne pas prendre leur voiture. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est venu sur place hier. Comment s'est passée sa visite ? Écoutez, une visite qui a été plutôt appréciée. Christophe Castaner a salué notamment le travail des sapeurs-pompiers qui a été absolument admirable tout le week-end. C'est quasiment 10 000 appels dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. C'est des milliers d'interventions, des centaines de prises en charge par hélicoptère. Et le message de Christophe Castaner a été entendu et apprécié hier dans les deux départements. Denis, avant de vous laisser, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans vos journaux ce matin. On va commencer par Var Matin avec ce titre terrible, 4 morts, 1 disparu, la désolation. Oui, et puis cette image saisissante d'un bâtiment totalement entouré par les eaux dans la plaine de l'Argent qui a été très durement touché. On a fait un survol en hélicoptère hier et les images qu'on publie ce matin sont absolument sidérantes. Et on va regarder votre autre une, celle de Nice Matin. 3 Azuréens morts et de nombreux dégâts. 17 pages spéciales ce matin dans votre journal Nice Matin. 17 pages spéciales, oui, avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires, des histoires positives aussi, avec des miracles, des sauvetages effectués par les pompiers qui ont permis, encore une fois, d'éviter que le bilan soit beaucoup plus lourd. Merci beaucoup, merci Denis Caro d'avoir été avec nous ce matin depuis Nice et de nous avoir donné ces dernières informations et la manière dont la situation a été vécue sur place. Merci Denis, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. On a vu hier Christophe Castaner alors dire que l'heure n'était pas encore à pointer les responsabilités, à savoir à qui était la faute, mais est-ce que quand même ces inondations elles ne posent pas une fois de plus cette question de l'urbanisation, Guillaume Doyen ? Si, tout le littoral français s'urbanise et continue à s'urbaniser, la population y augmente, c'est une tendance lourde qui touche non seulement la Bretagne mais aussi le sud. On ne peut pas lutter vraiment contre ces déferlantes d'eau. Ce que peuvent faire les pompiers éventuellement, c'est limiter au minimum la casse. Mais en réalité, tant qu'il n'y aura pas de moyens pour que l'eau se répande sans provoquer des dégâts terrifiant, dramatique, on en sera là. C'est 2015, la dernière inondation meurtrière. C'était il y a très peu de temps, donc. Allez, on va passer maintenant à la revue de la presse quotidienne régionale. Et c'est avec vous, Alex Poussard. Et on commence par la Voix du Nord, Alex. Et oui, et toute la presse régionale qui revient sur ces intempéries qui ont meurtri le département du Var et notamment la Voix du Nord, des intempéries qui, je le rappelle, ont fait 4 morts. Une personne est toujours recherchée, un homme de 77 ans. Et parmi les 4 personnes décédées, il y a un couple de septuagénaires. Au total, 1600 pompiers ont été mobilisés pour faire face à ces intempéries. Des centaines de personnes ont été évacuées et plus de 4000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et on enchaîne avec l'Alsace. Et oui, l'Alsace qui consacre sa une à la réforme des retraites. On en a parlé tout à l'heure et à la concertation qui est lancée aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe avec les enjeux d'une concertation pour une réforme qui s'annonce très compliquée pour le gouvernement avec cette page spéciale de la Voix du Nord. Le gouvernement qui doit rétablir l'équilibre budgétaire du régime des retraites dans un climat social tendu et il doit faire face également à l'opinion publique des Français qui veulent profiter de leur régime de retraite avec un chiffre intéressant. Regardez, en 2040, la France va compter 22 millions de personnes âgées. On enchaîne avec la Dépêche. Et oui, la Dépêche et la une de la Dépêche qui dit stop aux violences faites aux femmes alors que le gouvernement va présenter maintenant dans quelques minutes une 50aine de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Des mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales organisé ces derniers mois par la ministre Marlène Schiappa. Et vous ne nous parlez pas de foot aussi, qui est à la une de la Dépêche. Et oui, accessoirement, Marseille a gagné, mais voilà. Oh, accessoirement, c'est quand même bien de le noter. Et on termine avec Corse Matin. Et Corse Matin qui s'intéresse à la pauvreté croissante des étudiants et notamment dans l'université de Corté, des étudiants qui doivent parfois sauter des repas, qui ont du mal à se loger malgré les aides versées à l'État, avec une page intérieure très intéressante et très alarmante, avec un témoignage notamment de Nathalie, âgée de
21 ans qui a seulement 30 € pour finir le mois. Et alors qu'il y aura une nouvelle mobilisation des étudiants demain, on en parlera demain dans cette émission. On va regarder vos unes. La une de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti, on ne le dit plus, elle est consacrée à la science. On va regarder la une de la Gazette, la nouvelle, la une de la Gazette, tout pour bien démarrer le mandat, les conseils juridiques au futur nouveau maire, Guillaume Doyen. Eh bien oui, parce que c'est extrêmement technique quand même de se lancer dans une nouvelle mandature. Il faut savoir exactement comment on va procéder pour élire ses adjoints, désigner l'exécutif, etc. Donc tous nos conseils dans la Gazette. C'est-à-dire, il y a un autre article dans la Gazette, un article sur les migrants, Guillaume Doyen, entre les villes et l'État. C'est un dialogue de sourds. Oui, sujet extrêmement important parce qu'il y a les communes, les collectivités locales ont pris à charge un certain nombre de dispositifs pour les aider. Dans pas mal de villes, comme Nantes a beaucoup fait parler d'elle, mais Paris a également des problèmes. Donc elles financent beaucoup et elles attendent que l'État les aide vraiment. Mais pour l'instant, elles n'obtiennent pas ce qu'elles souhaitent. Est-ce que les élus sont un peu seuls face à ce sujet de la politique migratoire des migrants ? Oui, les élus des métropoles se sentent particulièrement seuls parce que ce sont effectivement dans les très grandes villes françaises qu'arrive une partie de ces populations-là et que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de subvenir à leurs besoins. Ils ne vont pas laisser les gens comme ça traîner. Ça arrive malgré tout, mais cela dit, les mesures dites d'ordre public ne relèvent pas des élus. Première chose, c'est quand même l'État qui doit les prendre. Et secondo, ils n'ont pas toujours les moyens de financer tout ce qu'ils voudraient. Eh bien ça, c'est à lire cette semaine dans la Gazette. Et on termine avec La Vie, Pascal Tournier. Violence faite aux femmes, que font les chrétiens? C'est à la une de La Vie. Oui, alors c'est un sujet d'actualité. Donc c'est effectivement voir un petit peu comment l'Église, par rapport à cette question, accompagne les femmes et les familles. Mais c'est aussi, il y a d'autres sujets, ça va un peu plus loin. C'est aussi un sujet neuroscientifique, savoir comment aussi les enfants qui assistent à des violences conjugales, comment ça peut altérer ou pas leur cerveau. Et un sujet aussi sur dont je parlais tout à l'heure, voir un peu comment on peut peut-être dessiner une nouvelle masculinité, pour un nouveau modèle de relation entre les hommes et les femmes, pour que les choses se passent mieux et qu'on évite. Parce que je crois que ce qui est essayé de montrer ce dossier, c'est qu'il y a certes la question des féminicides, mais en fait, il y a aussi il y a les questions des violences conjugales, les violences psychologiques. Enfin, vraiment, le sujet quand même dépasse et touche de près et de loin, de très près plutôt, je crois, toutes nos vies privées. Et c'est donc à lire cette semaine dans La Vie. Pour terminer, on va découvrir les coulisses du Sénat. C'est ce que fait Alex Poussard une fois par mois. Et cette semaine, ce mois-ci même, vous allez nous montrer la collection des bustes de Marianne. Et oui, Marianne, c'est le symbole de la République depuis 1792. Et la Convention, et dans l'histoire de la République, eh bien, le Sénat a constitué toute une collection de bustes de Marianne, de la femme au bonnet phrygien. Alors, le Sénat a également, ces dernières années, acquis la collection du journaliste Pierre Bonte, qui a une très belle collection de Marianne. Pierre Bonte, un grand amoureux des territoires et de la France. Et cette collection des Marianne, eh bien, elle était mise en valeur la semaine dernière à l'occasion du Congrès des maires de France. Et j'ai demandé au Sénat quelle était leur Marianne préférée. Et vous allez le voir, en matière de Marianne, eh bien, les goûts sont très variés. Regardez. Moi, j'ai choisi dans cette belle collection la Marianne anonyme, en bronze. Anonyme parce que la Marianne n'incarne personne en particulier, mais toute une nation, 67 millions de Français, peut-être même au-delà, puisque la République française est universelle quasiment par ses valeurs. Et puis en bronze parce que c'est solide. C'est inaltérable, c'est solide et la République a besoin d'être confortée en permanence. Elle n'est jamais définitivement acquise et parfois elle peut être menacée par des valeurs inquiétantes. Alors moi, ma Marianne, c'est celle en verre, là, qui est magnifique, de François Jean. Celle-ci, elle a l'avantage d'être celle que l'on représente souvent en logo. Moi, je l'utilise beaucoup. Vous savez que tout ce qui touche aux valeurs de la République m'interpelle particulièrement. Et donc, bien sûr, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et je trouve que cette Marianne que l'on peut utiliser et que moi, je ne me prive pas d'utiliser, est magnifique. Laquelle vous a tapé dans l'œil? Rien ne me tape dans l'œil depuis longtemps, mais je trouve que celle-ci, cette Marianne, elle a de la classe, elle a de l'équilibre, elle a sur elle-même les balances de la justice et de l'équilibre. Et c'est assez rare et on devrait y revenir. Je pense que la République, quand elle est critiquée, contestée comme aujourd'hui, elle a besoin de retrouver du prestige, de la classe et de l'équilibre. Et je trouve que ce buste symbolise bien la République.
Alors il y a une Marianne qui a vraiment attiré l'attention des sénateurs, c'est celle imaginée par le dessinateur de presse Jacques Faisan, qui était également éditorialiste au Figaro. Regardez, elle a vraiment attiré l'attention des sénateurs. Je vois celle de Jacques Faisan, le grand éditorialiste du Figaro, qui me rappelle mon enfance avec la silhouette du général et où il y avait toujours la Marianne en plus petit à laquelle il s'adressait. Pour moi, les dessinateurs de presse sont aussi des éditorialistes. Dans leurs dessins ou dans leurs sculptures, ils font passer un message. Et cette Marianne, vous voyez qu'elle a un sourcil relevé comme si elle était un petit peu impertinente, un petit peu interrogative. Elle nous demande, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire de ma République? J'aime beaucoup Jacques Faisan, mais en dessin animé, en bande dessinée. Pour regarder La République, on a l'impression que c'est un mélange Mickey, Minnie, non, ça fait pas classe. Enfin, quand les gens vont se marier, vous avez envie de vous marier sous les yeux de ça? Non, c'est pas Mickey Mouse. Vous vous mariez, vous êtes dans une salle de mairie, vous êtes dans la République. Donc un peu de dignité. La République, c'est pas Disney? Non, même si parfois, quand on entend certains responsables politiques, on peut penser que même Disney n'avait pas prévu. Et voilà, pour Roger Carochi, La République, c'est pas un dessin animé. Roger Carochi, toujours égal à lui-même. Hein. Bon, question à Guillaume Doyen. Guillaume Doyen, vous qui rêvez d'être sénateur, on a envie de vous demander quelle est votre Marianne préférée. Je rêve d'être sénateur, mais vous ne m'avez pas invité à l'exposition. Non, mais alors Alex va le faire. Alors, je remercie Alexandre. Il va vous faire une visite guidée des Mariannes. Je suis un peu fâché. Donc oh non. Bon, Alex, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Visite privée pour Guillaume Doyen. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans ce club. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Gilles Legendre, le président des députés de La République En Marche. Et on vous attend demain et on vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.